Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons le témoignage de... Je reçois directement sur le plateau. Bonjour. Bonjour Céline. Oh, pardon. Anna, c'est rien. C'est rien, c'est très joli comme... Tu sais que c'est mon prénom, logiquement, que j'aurais dû avoir. Donc, figure-toi que... Bonjour Anne. Mais c'est marrant parce que moi, ce que je capte tout le temps, c'est il y a Céline. Ah bah oui, mais c'est normal, c'était le prénom qu'on voulait me donner. Ouais. Donc, tout à fait depuis qu'on s'est rencontrés. Hein. C'est incroyable. Donc, voilà. Alors, bon, on va peut-être te présenter un tout petit peu. Tu viens dans le cadre d'un témoignage en tant que survivante. Alors, ben, ça va être un peu spécial pour les auditeurs parce que tu es vraiment comment dire, d'humeur très joviale, très souriante. C'est ce qui m'a vraiment à la fois, je suis admirative et perturbant, mais tu as vraiment trouvé le moyen d'utiliser ta vie comme un tremplin justement et comme si c'était vraiment de la résilience. Donc je tenais vraiment à apporter ce témoignage à nos auditeurs et surtout à ceux qui ont été victimes tout comme toi de faits de meurtres sur des enfants. Donc voilà. Alors présente-toi brièvement, comme ça on rentre dans le vif du sujet. Oui, puis après on va rentrer dans le vif du sujet, c'est pas mal de choses à dire. Donc aujourd'hui c'est un jour particulier parce que je fête mon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et je suis toujours en vie. C'est celle qui protège l'humanité. D'accord. Bon, après le débarquement à la maison. Allez, on y va. Voilà. Donc, on y va. Voilà, alors donc je suis née, comme je l'avais déjà dit dans une autre interview, dans une famille complètement atypique, que je n'ai d'ailleurs jamais reconnue comme ma famille, mais je suis quand même née là. Je suis née, ce qui est très important à dire, ce qui explique peut-être mon sourire, c'est que je suis née avec rempli de dons, de haut sens de perception. Je n'en fais pas une affaire d'État parce que c'est un état d'être et de conscience que nous pouvons tous avoir. Donc voilà, donc je suis venue ici. Ma naissance est extrêmement mal passée. J'ai pas mal de choses à dire à propos de la naissance. Je suppose qu'il y a d'autres survivantes qui vont avoir des infos, qui vont faire des recoupements. Et donc, disons, pour résumer rapidement, que la naissance s'est passée extrêmement violemment. On m'a mis, soi-disant, en couveuse. Je n'ai pas été en couveuse, mais par contre, j'ai passé un séjour dans un endroit que je ne connais pas, mais que je peux décrire, bien sûr. Alors, immédiatement, pour ma mère, c'était dangereux. Visiblement, elle n'était pas OK que je vienne au monde. Donc, elle a d'ailleurs tout fait pour que je ne vienne pas. Mais je suis quand même ici aujourd'hui et je compte y rester. Et en fait, je suis née morte, je suis née étouffée. Je l'ai vue, puisque je suis clairvoyante aussi. Étouffée, et après j'ai été enlevée. On m'a dit que j'avais été mise en couveuse, mais sans explication. Je n'ai jamais, je dis bien, été en couveuse. Par contre, oui, j'ai passé un séjour autre part. Donc, je n'ai jamais été nourrie par ma mère, qui elle-même elle allait très mal. Elle n'avait pas le sourire que j'ai. Elle était alcoolique et elle a elle-même été abusée, pas de la même façon que moi, mais elle a été abusée parce qu'elle vient de une très ancienne famille noble française, et elle était abusée lorsqu'elle était en nourrice en France dans un château. Voilà, ça ne s'invente pas. Et donc, évidemment, elle avait un esprit de... elle était désespérée, finalement, désespérée, parce que ce qu'il y a, c'est que ça peut activer certaines formes de... On a envie de se venger. Bon, ça n'a pas été activé chez moi, il y a eu d'autres choses. D'accoucher d'une fille, c'était pas possible, surtout que le bébé que j'étais, mon père est tombé immédiatement amoureux du bébé que j'étais. Donc, il a fait de moi sa chose sexuelle, bien sûr. Et donc, très tôt alors, hein? Dès que je suis née, en fait. Dès que je suis née. Bon, il n'a pas empêché que j'aille soi-disant en couveuse, mais il faut savoir que j'ai passé les 2 premières années de ma vie dans un cagibi noir.
Donc, j'étais dans l'obscurité tout le temps. Mon père venait, parce que c'était souvent la nuit, donc viol anneau sur bébé, faut quand même le savoir. Donc, ça fait des dégâts physiques et autres, 36 fois. Mmh. Et ma mère m'enfermait dans un cagibi. Elle avait la main lourde parce qu'elle buvait énormément. Elle buvait de désespoir, elle buvait son désespoir, elle buvait sa haine. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est qu'elle avait un bracelet en or et elle avait marqué au revers le peuple. Voilà, je la salue où elle est. Je lui en veux pas du tout, faut quand même le savoir. Et elle n'est plus de ce monde. Elle est morte comme elle a vécu de façon épouvantable. Voilà, donc c'est plutôt une victime. Mais qui n'était pas facile à vivre, on va dire ça comme ça. Oui, effectivement. Ouais, elle n'était pas dans le cœur, hein, on va pas dire ça. Et donc elle avait la main lourde et c'était, comme elle n'a pas pu se venger de son agresseur, c'est venu sur moi. Je ne lui en veux pas parce que elle n'avait pas les ressorts nécessaires. Donc, franchement, j'ai fait la paix avec, depuis elle, j'ai libéré depuis longtemps. Et je dis bien, je la salue. Alors, mon père est tombé immédiatement amoureux de moi. Donc, voilà, il voulait faire de moi, il a fait de moi sa chose. Il voulait d'ailleurs m'épouser. Il n'a jamais compris. Il me l'a dit un jour, il me dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai épousé ta mère. Ouais, le lapsus est intéressant. Je ne comprends pas pourquoi j'ai épousé ta mère, c'est toi que je voulais épouser. Tu es la femme de ma vie. Bon, tout allait bien dans sa tête, voilà, et le reste qui suit va aussi prouver que je suis survivante et que pour transmettre, je suis prête à transmettre. Et je travaille sur des outils de libération pour aider celles et ceux, parce qu'il y a des garçons aussi, bien sûr, qui sont passés par là. Et donc, ça, j'y tiens beaucoup. Je me sens très à l'aise avec ça. Et donc, c'était une famille, un début de vie qui a été, on va dire, peu commun. Mmh. Et voilà le contexte dans lequel je suis née. Et heureusement, j'ai un petit frère que j'adore qui est arrivé à 2 ans. Et, et donc, j'ai été sortie du KGB, mais c'est pas pour ça que ça s'est arrangé, bien sûr. Hein. Donc ton frère est arrivé 2 ans après toi? Ouais, voilà. Donc lui, il ne sait pas que j'étais enfermée dans un KGB noir et c'était jour et nuit. Ma grand-mère me disait, c'est fou parce que ma grand-mère me le racontait, elle me disait, oui, tu étais enfermée toute la journée dans un KGB noir, dans une pièce noire dans le fond d'un appartement. Et tu n'étais que amour, que sourire, tu souriais tout le temps et pourtant je n'étais pas nourrie. Non, Et mais je pense qu'il y a quand même cette idée aussi de, tu le fait que tu sois joyeuse, le fait que tu sois lumineuse devait être insupportable au regard de ta maman, oui, certainement. clairement, clairement. Oui, C'était parce que je souriais tout le temps. En plus, j'ai parlé. Alors, ce qui était étonnant, c'est que je parlais et je marchais à 10 mois, donc 10 mois, et j'ai tout de suite marché impeccablement. Je parlais comme les adultes et j'annonçais déjà, je racontais d'où je venais, je parlais du futur, je parlais du présent, je captais immédiatement quand quelqu'un était malade ou en souffrance et je posais mes mains. Enfin, quand je sentais que c'était OK, mais quand on est enfant et qu'on est assez pur, hein, même très, on ne fait pas tellement la différence entre les personnes qui sont toxiques ou pas. Mmh. Mmh. Et pourtant, j'étais tout à fait consciente. Oui, donc je suis née avec ces dons et je suis toujours passeuse d'âme, magnétiseuse, guérisseuse, clairvoyante, beaucoup de sens de perception hyper activés qui s'activent d'ailleurs de plus en plus. Voilà. Alors, est-ce que, donc là, tu les avais déjà, mais est-ce que c'est la situation que tu vivais, est-ce que pour toi, ça a accentué encore cette perception? Oui, parce Oui. que ça a été ma façon de survivre. Grâce à ça, ça m'a donné, en fait, j'ai été aidée par une intelligence bien plus grande que la nôtre, qui n'était que amour et qui est encore, parce que je suis en contact en ligne directe, on va dire, qui n'est que amour, harmonie et guérison
bien sûr, parce que sinon je ne serais plus ici, ça je le certifie, je serais morte. Une forme de foi dans quelque chose de plus grand, en fait. Mais en fait, pour moi, c'était logique qu'on était tous en contact avec cette intelligence, on appelle ça la foi, en cette intelligence qui n'est qu'amour, harmonie, la guérison pour eux, c'est normal. Et j'ai fait plusieurs, évidemment, comme j'ai été violentée physiquement, abusée, et je dis bien viol anneau, je répète bien. Donc sur des enfants, il faut quand même être, voilà. Ça a commencé bébé, ça s'est terminé à la tardive adolescence. Voilà. Alors, c'est ça qui est, c'est intéressant parce que je ne serais plus là si j'avais pas eu ces dons. Alors, j'ai des dons des corporations, oui, heureusement, parce que quand ça devenait trop violent, et ça l'était très souvent, parce que le jour où j'avais ma mère, je veux dire en pleine face, et la nuit, le soir, c'était mon père qui venait dans ma chambre. Et donc, j'étais sa chose. Il faut savoir qu'on n'est plus un être humain, on devient une chose. Et que comme je suis l'aînée de la fratrie et que je porte, c'est vraiment humblement, je porte cette lumière qui est activée très fort en moi, ils se nourrissent de ça, il faut le savoir. Donc, ceux qui n'osent pas parler, mais surtout, exprimez-vous et on est là. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des gens qui sont là pour aider. Les témoignages qui sont importants à l'heure actuelle, c'est de savoir pourquoi on en arrive à abuser d'un enfant en très bas âge. On a des témoignages de victimes plus âgées, mais quand on arrive à des abus qui étaient même rituels, d'après ce que... Ce sont des abus rituels, oui. Il faut savoir que on m'a implanté le fameux programme MK Ultra, qui a fort impacté ma santé, et j'ai été formatée pour être, on me le disait, mon père ne s'en cachait pas, il me disait, mais tu seras toujours très riche parce que je vais te choisir et je t'ai déjà choisi un mari riche. Tu auras d'ailleurs plusieurs maris. Et moi, moi qui ne parlais que d'amour, je disais, mais non, puisque moi, il y a un homme sur cette terre, et c'est cet homme-là, et ce sera un très grand amour. Et d'ailleurs, il sera pas riche. Il me dit, tais-toi, tout est arrangé. Donc, tout est arrangé. Je m'occupe de tout. Et ne t'inquiète pas, tu pourras avoir plein d'amants beaucoup plus jeunes de ton âge. Mais c'est un homme plus âgé. Et il y aura plusieurs hommes. Waouh! Et il te dit ça à quel âge? Il te dit ça à quel âge pour te préparer? Ça a commencé vers 4-5 ans. 5 ans. Il faut savoir que aussi, donc, le fameux programme, si j'ose en parler aujourd'hui, c'est que le programme MK Ultra, on me l'a implanté. J'en ai toujours des séquelles aujourd'hui. Et tu les vois comment, tes séquelles, par rapport à ce programme? Alors, ce programme, clairement, moi, j'avais été programmée pour avoir plein d'argent, pour plaire aux hommes, pour être une séductrice. Je n'en suis pas une, même si je suis coquette, parce que j'ai continué à assumer d'être une petite fille, une femme, et voilà, je suis tout à fait à l'aise avec ma féminité. Et je dis bien, on peut être féminine sans être séductrice. Mais moi, on voulait me transformer en bombe sexuelle, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. J'ai résisté à chaque fois. Je l'ai payé très cher. Il faut savoir que j'ai failli payer de ma vie. J'étais limite. J'ai fait à peu près, à ce jour, à peu près 20 EMI, expérience de mort imminente. Et j'ai été plongée aussi dans les portes. J'ai plongé dans les portes de la mort. Et je savais très bien que c'était pas. Il y a une différence entre les EMI et quand on est plongé et attaqué et qu'on se retrouve au bord de la mort. Là, on part pas du bon côté, c'est clair. D'accord. Donc tu sentais tu sentais la polarité qui était différente. Tout à fait, parce que quand je faisais des EMI, je vais vous dire, n'ayez pas peur. Hein. Après, ça se passe tellement bien. J'avais pas du tout envie de revenir. Parce que c'est absolument, c'est ce que je perçois déjà dans la réalité depuis toute petite. C'est magnifique. Moi, j'étais accueillie tout de suite et je montais très vite dans la lumière, mais très très vite.
Et là, ben, on voit plein de choses, il se place plein de choses. Mais je pense, pour avoir expérimenté pas mal de choses, c'est que on va sur des fréquences, quand vient des lumières, et que clairement, il se passe plein de choses, mais que je connais le chemin, parce que j'y vais directement. Et à chaque fois, ben, on m'a ramené, mes guides m'ont ramené parce qu'ils estimaient que je n'avais pas terminé ma mission sur Terre. Mais par contre, à chaque fois, et à chaque fois que je suis en état de conscience élargie, j'ai du mal avec le mot modifié, parce que modifié, ça veut dire qu'on n'est pas en conscience. Oui, 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 tout à fait. Que du contraire, là, tu es plus en conscience que quelqu'un d'autre puisque tu es relié à la source. Ah, ça. Complètement. Moi, la reliance à la source, elle est vraiment là. D'ailleurs, on me dit souvent, bah, tu viens pas d'ici. Je dis non, non, mais je viens aider. Je suis venue. Alors, ma grande phrase que j'ai toujours dit depuis petite, et je posais mes mains comme ça, je dis, je suis venue en paix et en amour. Je suis venue pour aider. Et ça, c'est quelque chose que je dis encore aujourd'hui. Je le dis moins parce que ça fait un peu prétentieux, mais une petite fille qui sort ça et qui répète tout le temps, et je n'ai fait que parler d'amour dans ma vie. Je n'ai fait que parler de l'énergie du cœur. Je n'ai fait que transmettre. Donc, à chaque fois que je suis en état, et ça m'arrive très souvent, en état élargi de conscience, ou que je fais ces EMI, ben moi, je ramène des informations. À chaque fois, quand je suis en canalisation aussi. D'ailleurs, il paraît que je change, il y a une grande lumière autour de moi. Et alors, je reviens avec des informations et même des protocoles de guérison. Ça, que les survivantes et survivants soient au courant. Il y a vraiment moyen. Il y a moyen. Et j'y travaille. J'y travaille quasi, pas jour et nuit, mais j'y travaille des heures. Et là, maintenant, je sens que le moment est venu. Ben, c'est pas pour rien, j'ai 60 ans à la veille de la projection de l'avant-première des survivantes et je souhaite en faire le meilleur. Je le fais bien sûr pour moi, mais comme je disais, je suis venue ici en paix et en amour, je suis venue pour aider. Donc ça, c'est très important. Et donc, à chaque fois, je ramène des infos. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient chez moi, pas avec tout le monde, mais on va, et les gens le sentent, on va sur des plans vibratoires qui sont tellement hauts que les personnes disent mais moi je veux pas revenir, c'est génial, quand est-ce qu'on recommence? Et donc ils peuvent percevoir. Donc oui, vous pouvez percevoir, oui, vous pouvez le vivre. La réalité qui est tangible, il y a aussi la réalité qui est la réalité subtile. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre les deux, il n'y a que celle que l'humain qui peut, j'en suis une d'humaine, qui peut parfois être terriblement réducteur. Je vois un objet dont j'estime qu'il existe, si vous saviez, si vous saviez. Alors il y a des merveilles absolument, absolument, mais d'une intelligence, d'une précision, d'une technologie, parce qu'on ne parle pas de technologie là-dedans, on parle d'une intelligence et d'un avancement, mais je me dis, quand je revenais, je dis mais je reviens 100 000 ans en arrière en fait, sans jugement, j'ai pas de jugement. Je dis waouh, et j'ai pas eu envie non plus de me balader, d'être complètement perchée. J'ai pas été, même si c'est très intéressant, mais à chaque fois, ben, c'est mon rôle. Je fais des allers-retours et je reviens avec des informations. Ok. Voilà. Alors, ça, donc, on va parler du sujet. Oui, oui, ça c'est la petite digression parce que ça fait partie de qui tu es. Donc tu es constamment connecté et c'est ce qui t'a permis, je pense, d'être avec un état d'esprit aussi positif. Quand tu es donc tu as été abusé jusqu'à plus ou moins l'âge de la puberté, c'est ça, hein, plus ou moins. En fait, je n'ai plus été abusée à partir du moment parce que j'ai gardé un corps d'enfant très longtemps. C'est ça. Je n'ai plus été abusée au moment où j'ai commencé à avoir des seins. Mais chez moi, c'est venu très tard, pas de chance. Donc, ça a duré jusqu'à beaucoup trop tard, jusqu'à 17 ans, je pense. Oui. Alors, comment ça se passe quand tu vis la situation? Tu sors de ton corps? Tu arrivais à... Oui.
Alors, moi, j'appelle ça la décorporation. C'est pas pour ça que c'est la solution, hein, attention. Mais par contre, quand on est en décorporation, en tous les cas, c'était mon cas, je suis tout à fait consciente de ce qui se passe. Je le sais. En plus, je vais vous dire, on le sent physiquement. Hein. Oui, je me doute. Faut pas quand même, voilà. Il y a eu des actes de torture aussi, on en parlera. Donc, on le sent, mais je n'avais pas d'autres moyens. C'était une protection. Donc, c'est l'idée, c'est de ne pas être présente de mental. C'est que le corps qui subit et le mental s'échappe. Parce que sinon, le mental, d'ailleurs, il y en a qui ont témoigné, celles et ceux qui n'ont pas eu cette chance de décorporation, eh bien, le mental, il peut devenir fou. Et il y en a qui ont terminé qui ont fait des passages, malheureusement, qu'on a internés contre leur gré. Ça n'a pas été mon cas. Ça, je dis jamais, donc j'ai jamais été droguée, je ne bois pas d'alcool, voilà. La décorporation, ça m'a beaucoup aidé, même si ça n'est pas la solution, mais quand on est un bébé, un enfant et une jeune adolescence, on ne peut pas parler, on n'a juste pas le choix. Donc, je me décorporais et je sais, ça a été prouvé parce que j'ai fait de nombreuses recherches. Ma vie est consacrée à la recherche. Il y a d'autres choses, bien sûr. Ça n'a rien d'obsessionnel. Au contraire, c'est parce que ça me passionne. Je dis, tiens, comment est-ce qu'on active cet état de décorporation? Parce que moi, je le faisais tout à fait naturellement. Et donc, même quand c'était avec ma mère trop violent, parce qu'il y avait des scènes quand même qui étaient très trash, j'étais en décorporation. Donc, j'étais là, mais je n'étais pas là. Et quand j'étais pas là, on a fait des vérifications. J'ai été voir quantité de gens qui peuvent témoigner aussi, enfin certains. Mais effectivement, on me dit, ben oui, en fait, finalement, tu retournes des plans d'où tu viens, ou, et je dis, ou dans la nature, parce que la nature me soigne. Alors ça, c'est intéressant et heureusement, mais ça n'empêche pas le fait que je me souvienne que comme j'ai cette capacité à me promener autant dans le passé que dans le présent et dans un futur qui est potentiel parce qu'il peut être modifié aussi, attention. C'est ça qui est intéressant. Donc rien n'est une fatalité. Et donc, j'ai vécu ces décorporations. Parfois, j'ai été tellement abîmée physiquement que je me suis retrouvée à l'hôpital dans des états très graves. Donc ça, je souhaite aussi parler des expériences de MK Ultra. Et j'étais amenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'était l'endroit où je me sentais en sécurité, ce qui est très paradoxal. Mais moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était de fuir cette famille. Surtout mon père. Hein. Ma mère, j'arrivais encore à... Ça va. Quand elle c'était plus facile de gérer la violence la violence physique que les abus sexuels. Les abus, on ne peut pas échapper à ça et c'est très, très, très violent. Donc, parce qu'ils ne gênent pas hein, non plus. Bon, je sais aujourd'hui qu'il y en a eu plusieurs. Il n'y a pas que mon père. J'ai été offerte... Alors, il faut savoir que j'ai été offerte en gage. Hein. Dès la naissance. Donc, ça a été comme ça a été décidé. J'ai été offerte en cash. Oui, c'est intéressant aussi. Cash, oui. Donc, j'ai été offerte en gage. Et je sais qu'il y a des arrangements entre eux. Je les appelle eux. Voilà. J'ai pas mal d'infos. Mais voilà, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai beaucoup résisté. Il faut le savoir que j'ai toujours été dans la résistance. J'ai dit, je ne me suis pas laissée impressionner. Comme j'étais passeuse d'âme, et je le suis toujours, on voit en tant que passeur d'âme, je suis quelqu'un qui voit, quelqu'un qui entend et on sent. Et donc, les entités du bas astral ou ce que j'appelle les archontes, je les voyais. Donc, en général, ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent en égrégore. Ils ne sont jamais seuls, il faut le savoir. Donc, évidemment, ils sont plus forts qu'un bébé, bien sûr, qu'une jeune fille ou qu'une enfant. Je veux dire, bien sûr. Donc, il ne faut pas sous-estimer leur force. Mais, par contre, il y a quand même des dossiers qui sortent de plus en plus, donc ça, c'est tant mieux.
Alors moi, j'aimerais revenir justement, quand tu parles d'archonte et que tu parles de, comment dire, de spiritisme, finalement, tu avais spiritisme, un spiritisme, c'est rentrer en contact avec les défunts. D'accord. Donc c'était plutôt. Il y a ce qu'on appelle, il y a l'ombre. Oui, qui était là. Puissances, je vais le dire, démoniaques. Hein. Oui, il faut savoir que ces êtres qui offrent en gage et qui sacrifient des bébés, des enfants, des jeunes, eh bien, ils ont un lien avec ça. Donc, ça s'appelle du satanisme et ça s'appelle de la franc-maçonnerie à un niveau très, très haut. C'est les très hauts gradés. Et donc, il y a des trafics d'enfants, il y en a qui sont jamais sortis parce qu'on est programmé pour la mort. Hein. Et on est nous-mêmes, enfin, quand on est offert en gage, on est censé passer j'allais dire de main en main, mais c'est encore un bien joli mot pour dire les choses. Donc voilà, donc ça, j'ai compris très vite. Et je sais, et je répète, que j'ai fait partie, et je n'en suis pas, je suis encore là-dedans, mais je suis en train de trouver des protocoles pour sortir pour évacuer ce programme de MK Ultra, parce que en fait, j'ai été programmée pour mourir, voilà, et ils m'ont implanté des maladies extrêmement graves. Et les médecins, je les remercie, enfin je les remercie pas tous, mais je les remercie parce qu'ils ont eu l'honnêteté de me dire, on ne peut rien faire, on est absolument perdu parce que les symptômes sont tellement, on ne comprend pas. Donc au jour d'aujourd'hui, on m'a donné, j'ai un dossier médical qui est gigantesque et personne n'arrive à s'en sortir. Et donc, preuve aussi, et quand ça s'active, j'ai tout un dossier photo parce qu'on m'a dit souvent que c'était psychosomatique et tout. Il faut savoir que j'ai été opérée du bas-ventre très tôt. Pourquoi? Je voudrais bien savoir parce que là, ça a été la boucherie. On m'a enlevé morceaux d'intestin, plein de choses, je passais les détails, près de l'anus, bien sûr. J'avais simplement une péritonite. Pourquoi est-ce qu'on m'a ouvert le ventre en horizontal près du pubis? Pourquoi? Et qu'on m'a mal recousu. Donc, et c'était à quel âge, plus ou moins, que tu as été opérée? Là, c'était à 20 ans. Ah, est-ce que tu as des trous de mémoire par rapport à ce qui s'est passé avant? Alors, je n'ai aucun trou de mémoire, sauf un seul, qui est important dans mon histoire. Je devais avoir 4-5 ans, 5 ans, ouais, 5 ans. En fait, mes parents étaient sortis et donc ils n'étaient pas là. Et ok, moi j'avais l'habitude hein, et en même temps ça m'arrangeait bien. Et il y a eu une nuit où je me suis réveillée en sursaut. Donc il y avait mon petit frère qui était là, il était encore petit et je les cherche. Je ne sais pas pourquoi je les cherche, mais je les cherche. Et ça, je m'en souviens parfaitement bien. Je dis bien clairement lucide. J'étais en chemise de nuit et pieds nus et je sors dans la rue parce que je sentais un danger. Je sentais un danger, je sors dans la rue et comme par un hasard qui n'en est pas, la porte d'entrée, il y a un coup de vent alors qu'il n'y avait pas de vent, la porte se reclaque. Je me retrouve donc pieds nus, en chemise de nuit, dans la rue, en pleine nuit. Et là, je me dis, bon, pas moyen de réouvrir la porte, pas moyen d'escalader, rien. Il y avait la petite Fiat 500 de ma mère qui était là, elle était ouverte à l'époque, on laissait les voitures ouvertes. Ça a bien changé depuis. Donc, je me réfugie dans la voiture, je dis, c'est OK. Et puis, il y a un voisin que je ne connaissais pas, qui habitait plus haut dans la rue, qui passe une fois, 2 fois, 3 fois, puis qui frappe, je ne veux pas lui répondre. Et puis finalement, je lui ai répondu. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je cherchais mes parents. En fait, en gros, je sentais qu'il y avait un grave danger parce que je suis prévenue hein, quand il y a des dangers. Et donc, et je dis, la porte s'est refermée, donc je les attends, mais genre, je le rassurais. Et cet homme m'a emmené. Cet homme m'a fait une peur viscérale. Il m'a emmené chez lui. Il habitait plus haut, moi je l'avais jamais vu. Il me dit, si, je te connais, tu es une petite fille, tu joues tout le temps. Enfin, tu joues, j'étais tout le temps dans la nature et tout ça. Et il m'a ramené chez lui. Et je sentais que j'étais en danger. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais je vais vous raconter la suite. Alors,
j'étais tétanisée, la femme me faisait peur et je dis: «C'est pas OK, il faut pas que je reste ici», mais en même temps, ben là, j'étais enfermée, quoi et je m'en souviens très bien et il m'a ramenée chez mes parents, le lendemain matin, je pense et il s'est mis en colère sur mes parents. Il m'a dit: «Comment est-ce que vous pouvez laisser une enfant si jeune, toute seule?» Enfin bon, voilà et je me souviens que j'avais très peur, donc je me suis fait évidemment, je me suis ramassé, des coups et ma mère m'a dit le lendemain, heu: «Écoute, tu vas être punie pour ce que tu as fait». L'histoire est vraie, hein. «Tu vas être punie pour ce que tu as fait. On va t'éviter la prison, 5 ans. On va t'éviter la prison. Donc ton oncle», alors mon oncle, il faut savoir que c'est le jeune frère de mon père. Mmh. Le jeune frère de mon père était moine, trappiste à l'abbaye de Rochefort. Il est venu me chercher en civil, habillé en civil. Je voudrais bien savoir comment on fait, parce que normalement, il était dans un ordre où il est dans une cellule, on ne sort pas de l'abbaye. Il est venu me chercher en décapotable et on m'a pas dit où on m'emmenait. On me dit: «Tu pars pendant plus d'une semaine parce que tu vas devoir te cacher, parce que sinon la police va t'attraper, on va te mettre en prison». Donc je pense que je suis partie une dizaine de jours. Je dis: «Je pense» parce que là, c'est le seul blackout que j'ai. Je suis partie avec lui. J'étais en confiance avec lui, mais 3 petits points, il est revenu dans mon histoire plus tard. Il m'a emmenée, je ne sais pas où. Je n'ai aucun souvenir d'où il m'a emmenée. Je ne sais rien. Rien, tu n'as plus aucun souvenir, Il ça a n'y a été un coup. pas eu de choc traumatique. Il y a eu qu'à mon avis, j'ai été droguée, mais je sais que j'ai des souvenirs de torture très violentes. Ça, je l'ai revécu parce que je n'aurais de cesse que de connaître tout ça. Et je n'ai pas eu d'accès à cette histoire, donc il s'est passé des choses violentes. Parce que je fais des séances de respiration aussi, on retrouve des mémoires et tout ça, et j'ai vu des scènes de torture terribles. Et donc, pendant une semaine à 10 jours, je ne sais toujours pas où j'ai été. Je ne sais pas avec qui j'étais, mais je sais que c'est mon oncle qui était moine, qui n'avait pas l'autorisation de sortir, mais comme par hasard, il avait l'autorisation de sortir. Je cite bien l'abbaye de Rochefort, en Belgique, hein, Mmh. des moines trappistes. Et donc là, c'est blackout total. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement pas des choses merveilleuses. Alors quand tu dis que tu t'es fait opérer du bas-ventre, tu Ouais. n'as pas l'impression que tu aurais été enceinte ou quelque chose comme ça? Tu as pas ce souvenir-là? Tu ne En sais fait, pas? je souffrais évidemment de par les viols qui étaient, c'était quasi tout le temps, hein. Les viols anaux, je souffrais, je ne pas C'était je anal uniquement donc là, toujours à ce moment-là? en tous les cas, de mon souvenir, c'était anal. D'accord. Et le reste de l'histoire va peut-être éclairer. Je pense que c'était anal. Pourquoi? Parce que en fait, il se branche sur, en fait, il puise de l'énergie comme ça, l'énergie vitale. La Donc Kundalini? non, Kundalini, c'est encore autre chose. Ça, par contre, elle a toujours été activée chez moi, Oui, oui, mais étrangement. Ouais. je sais bien que c'est, que Non, les viols anneaux, on va chercher, c'est là où ils vont, se brancher au niveau pour, heu, énergétique. l'énergie vitale. Mais on peut se brancher des 2 côtés, hein, mais bon, visiblement, les viols anneaux, c'est encore plus excitant pour eux. On a affaire à des Ah ben des pervers, on est bien d'accord. Donc je veux c'est dire, plus que pervers, hein. c'est quand même, je veux dire, c'est une émission qui est un peu spéciale puisque bon, voilà, on parle quand même de choses qui sont quand même très difficiles à surmonter. On a de la chance qu'on tombe sur une victime qui est bien réparée psychologiquement et qui est bien dans sa peau, mais c'est pas, malheureusement, c'est pas toujours le cas de tomber sur des Non, gens et on voit quand même différents profils et des profils qui sont tellement abîmés, qui sont parfois voire irrécupérables. Euh, irrécupérable. Mais c'est ce qu'ils veulent, hein.
C'est ce qu'ils veulent qu'on soit. Mais c'est dans le but, oui, c'est dans le but de ne pas avoir de témoignages du style de Régine Alouf, je veux dire pour l'histoire de Marie Dutroux, qu'on a pris pour une folle, et il fallait qu'elle ait un dossier psychiatrique énorme et pointu pour être sûr que, même si elle vienne à se plaindre, que jamais on ne fasse le recoupement, évidemment, avec Bien sûr. qu'elle a. Il faut être très organisé, hein, il faut le savoir, très organisé, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas parler. Et d'ailleurs, on sait que si on parle, on est alors encore pire qu'en danger de mort. C'est ça. On sait que la meute va se déchaîner. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé. J'ai parlé depuis peu. Parce que je me dis, on va pas. Parce que j'ai essayé de parler. Hein. J'ai dit, bon, à la maison, il se passe des choses, voilà. Et mon père est immédiatement passé après. Ma fille est dingue. Alors, je suis pas dingue. Alors moi, est-ce que c'est depuis les choses qui sont en train de bouger à l'heure actuelle que tu t'es dit il est temps qu'on parle, ou avant déjà tu le faisais? Non, en fait, c'est étonnant, mais ça n'a rien à voir avec les dossiers qui sortent, parce que je les lis pas. Parce que je voulais pas être influencée et alors de répéter des choses voilà, je voulais rester pure à ce niveau-là, de raconter mon histoire. Et en fait, la vie qui est quand même extrêmement bien faite, oui, je sais, ça paraît bizarre de dire ça. Non, moi je suis mais m'a des conduit sur un chemin, parce que j'ai tellement perdu, parce qu'il faut savoir que au plus ils se nourrissent, au plus nous, on diminue en énergie et en force vitale. Donc j'ai eu des maladies, mais absolument dingues. J'étais opérée du cœur, de nouveau erreur médicale. Il s'est passé plein de choses. Ce sont des hôpitaux universitaires. Il se passe des choses dans les hôpitaux, il faut le savoir. Je n'aurais pas dû être opérée du cœur. J'ai mis 1 an à me remettre. Je n'aurais pas dû être opérée du bas-ventre. On parle d'une péritonite. La cicatrice, elle est grande comme ça, comme mon bassin. Très bas, comme si on m'avait enlevé un enfant ou quelque chose comme ça. C'est ça que je te dis. Je me pose la question. Voilà. À chaque fois, oui. À chaque fois, j'ai été opérée une 30aine de fois des reins. Je dis bien que je remercie quand même, j'ai un neurologue qui est extraordinaire, qui est chirurgien, je le remercie lui et son équipe, ils sont formidables. Et le reste, je dis, vous allez devoir rendre des comptes un jour. Ce ne sera pas avec moi. Moi, je ne suis pas ici avec un esprit de vengeance. Je suis là pour transmettre, je suis là pour aider. Et je suis là pour guérir aussi ceux qui ont besoin de l'être. C'est OK pour moi. Et je sais que c'est mon chemin. C'est comme ça. Alors, si je gagne de l'argent, non, pas du tout. Je me suis retrouvée quasi à la rue il y a encore pas longtemps, avec rien. Et donc, je pense qu'il y a d'une famille qui est très très aisée. Comme ça, des deux côtés, famille aristocratique française très ancienne, qui avait beaucoup de fortune, et du côté de mon père, beaucoup de fortune aussi. Ils se sont arrangés pour que je n'ai accès à aucun héritage qui m'était destiné. Par rapport au monde médical, j'ai reçu des programmes de maladies qui sont très graves, très violentes, mais dans le monde médical, donc qui sont activés à distance. D'accord. Programme. J'étais programmée parce que parfois je sens une attaque et directement je fais des crises, mais j'ai des photos. Je ne vais pas les poster aujourd'hui, mais ça pourrait faire partie des documents. Je suis défigurée comme si j'étais brûlée de l'intérieur et ça sortait à l'extérieur. C'est terriblement impressionnant à voir. Les médecins sont perdus. J'ai un dossier médical qui est gigantesque. Les médecins n'arrivent pas à comprendre. D'abord, pour eux, je devrais être morte. Ils me l'ont dit, on me l'a encore dit cette semaine. Alors, donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une programmation, donc c'est une programmation, mais alors c'est un peu le système des personnes cibles. Exactement. Donc, nous sommes programmés, et donc, dans ma vie, tout ce que j'ai entrepris comme par hasard, j'ai perdu tout ce que j'avais. Hein. J'ai parlé des héritages qui me sont passés sous le nez parce que j'avais des grands-parents qui voulaient vraiment, qui m'ont nommée comme héritière. J'ai rien eu parce qu'ils sont passés avant moi. Et donc, dans le monde médical, force est de constater, parce que moi, voilà, c'est comme ça. Il y a des médecins dont j'ai croisé la route qui sont formidables. Je tiens à remercier d'ailleurs mon neurologue et son équipe
qui sont toujours là pour moi et parfois il va arriver en état d'urgence grave et ils sont toujours là. Par contre, j'ai été complètement mutilée. Donc, j'ai été mutilée du bas-ventre. Je voudrais bien savoir pourquoi, pour une péritonite. Alors, je me plaignais de maux de ventre depuis petite, mais on me disait tais-toi, monte dans ta chambre. Le mot tais-toi, je l'ai entendu hein, dans ma vie, j'en autant vous dire. C'était, voilà. Et donc, pourquoi pour une péritonite, on m'a fait une cicatrice horizontale plus grande qu'une césarienne au niveau juste au-dessus du pubis. Oui. Et on m'a enlevé un morceau de l'intestin. Pourquoi? Jamais eu d'explication. L'intestin près de l'anus. Est-ce qu'il voulait effacer des traces? Les traces extérieures sont visibles, hein, de toute façon. Voilà. Et on m'a enlevé d'autres choses dans l'intestin. Pourquoi? Je ne dis pas l'état de mon ventre depuis. Je lui donne plein d'amour tous les jours. C'est comme ça que j'arrive à le soigner. Et on m'a enlevé j'avais une péritonite. Le jour de la péritonite, ils ont réussi à me faire un lavement barité. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand c'est un acte médical qui est extrêmement violent où on avale un liquide blanc comme du plâtre, mais en pleine péritonite. Je continue à sourire. Hein. Et donc, c'était comme par hasard un ami de mon père, très proche. C'était un boucher, je tiens à le dire. À chaque fois, à chaque opération, sauf avec mon neurologue, parce que j'étais opérée souvent, j'étais pas vraiment endormie. Donc, je sentais tout, j'entendais tout. J'entendais aussi les conversations. Et il s'est arrangé pour mal me recoudre. La cicatrice s'est réouverte pendant 1 an, tout le temps. Je faisais un choumi. Enfin, vous voyez, ça, tu vois, c'est costaud, quoi. C'est ça. Et après, je n'ai plus pu m'alimenter. Donc, je pesais 24 kilos. Et t'avais quel âge? Quel âge? J'avais 20 ans. 24 kilos? 24 kilos. Et donc, on m'avait mis. Et donc, maintenant, t'es pas très grande, rassure les gens, parce que bon, tu ne fais pas 1m70, t'es qu'un petit morceau, hein, quand même. Ouais, c'est un petit morceau d'1m57. Voilà, je dirais, oui. Mais 24 kilos. Un sacré morceau quand même. Oui, t'es coriace, vu l'expérience que tu as vécue. Donc, je pesais 24 kilos, je n'arrivais plus à m'alimenter, puisque dès que je bougeais, il y avait mon bas-ventre qui s'ouvrait. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas recousu correctement? Vous voyez tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Et donc, on m'a enlevé ma chambre et on m'a mis sur un espèce de canapé dans un salon. Et là, il y avait, je sais que tu vas me poser la question, oui, quoi? Je peux en parler, mais bon, voilà. Tu dis ce que tu dois dire. C'est seulement manuel. Et donc, j'étais alitée en état de mort. J'étais en sang parce que j'étais couverte d'escarres et tout. Et là, j'arrivais plus à m'alimenter. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit de moi? Bien sûr que j'étais anorexique. J'arrivais plus à manger. Oui. Parce qu'ils ont tellement trafiqué mon intestin, c'est impossible de manger après. Parce qu'on n'arrive plus à éliminer, il faut quand même le savoir. Ce qui est curieux, c'est qu'ils n'ont pas pensé, ils ont quand même laissé des traces parce que au niveau, pour être très technique, au niveau de l'anus, il est explosé, quoi. Boucherie, quoi. C'est une boucherie. Et donc, j'étais là, mes parents ne s'occupaient pas de moi. Ils racontaient à tout le monde que j'étais anorexique et que c'était pour ça que j'étais sur le canapé sans pouvoir bouger, enfin sur un canapé, sur un espèce de canapé. À ce moment-là, dans la maison qui était très belle, parce que j'ai été élevée, oui, dans beaucoup de luxe, mais dans une pauvreté de cœur. Oui, on est bien pas de câlin ni rien. De toute façon, bon. Alors, il faut savoir que, donc, on a dit de moi que j'étais anorexique, comme ça, j'étais un peu dingue, ça les arrangeait. Et donc, j'arrivais plus à m'alimenter. Je n'étais pas soignée. Il n'y a aucun médecin qui est venu me voir. Mes propres parents n'ont appelé aucun médecin. Là, j'étais au bord de la mort de nouveau. Donc, j'ai fait de nouveau plein d'expériences, à plusieurs reprises. Donc, il y a eu ça. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, à faire le chemin pour récupérer mon corps, récupérer une certaine santé. Force est de constater encore aujourd'hui, le jour de mes 60 ans, qu'il y a des maladies qui s'activent à distance. Oui, ça existe.
ceux qui passent par là le savent. C'est activé à distance, parce qu'on me dit oui, est-ce que... Alors, je dis non, il n'y a rien. On me dit que je suis allergique à tout. Non. Ce qu'on veut, c'est comme si on m'interdisait de me nourrir. Je suis extrêmement gourmande. J'aime la vie. J'aime la fête. Je suis une amoureuse de la vie, il faut le savoir. Hein. C'est ça qui m'a maintenue en vie. Et j'adore manger. Pour moi, manger, c'est waouh, c'est le bonheur, quoi. Et puis, on a tellement de chance de pouvoir manger. Donc, c'est pas du tout une anorexie pour rester. Ce qu'on voulait, c'est que mon corps ne grandisse plus. 24 kilos, entre 22 et 24 kilos, on a rester dans un état d'adolescence permanent. Ben, j'avais plus de seins, plus de fesses, plus rien. Ah oui. On disait, d'ailleurs, quelqu'un qui disait, mais c'est terrible. On dirait que tu sors d'un camp de concentration. J'avais envie de dire oui, mais j'y suis. J'y suis. Mais à ce moment-là, tu t'en rendais compte? Oui, oui, mais non, je sais pas. Écoute, est-ce qu'on est dans le déni? Est-ce que toi, tu... Non, pas du tout. J'ai jamais été dans le déni. J'ai tout de suite su et alors je captais. Et petite fille, je captais parce que je voyais tout en plus. Je captais les énergies des gens. Tu n'avais pas la force, en fait, de t'en sortir. Ah, j'ai une force incroyable. Non, force, physiquement, amour. C'est la résilience, plus. Parce oui. Mais physiquement, je parle. Parce que bon, pourquoi rester alors jusque 20 ans chez tes parents? C'est parce que ta santé ne le permettait pas. Ben, je ne pouvais plus bouger. Oui, c'est ça. Entre 22 et 24 kilos avec une cicatrice énorme dans le bas-ventre, plus plein d'autres choses et tout, on ne peut plus bouger. Moi, je ne demandais pas mieux. Hein. Dès que je m'enfuyais, voilà. Alors, dès que je pouvais m'enfuir, je le faisais. Mais là, ce n'était pas possible. Alors, il faut savoir qu'il y a eu d'autres opérations tout aussi graves. Alors, il y a eu en 2000, je me plaignais, je rentrais de vacances, donc j'étais tout sauf stressée. Je ne suis pas une stressée, hein, parce qu'il y a un peu rien qui me fait peur. Et je rentre de vacances et je sens que j'ai du mal à respirer. L'histoire est intéressante. Je vais voir mon médecin généraliste qui me dit c'est du stress. Je ne suis pas stressée. Simplement, j'ai attrapé quelque chose. Je sais où parce que je capte tout. Hein, et tant mieux. Je dis j'ai attrapé quelque chose dans l'avion. Et c'est depuis que je suis sortie de l'avion, j'ai de la fièvre, j'ai beaucoup de fièvre et je ne me sens pas bien. J'ai du mal à respirer. J'ai été le voir une vingtaine de fois. Ce cirque a duré pendant un mois et demi. Il m'a dit, vous n'avez rien, c'est psychosomatique, machin et tout. Je n'arrivais plus à bouger, j'avais tous les syndromes d'une crise cardiaque, jusqu'au moment où je me suis retrouvée, il était minuit moins une, de nouveau, hein, parce que minuit moins une, je l'ai connu des dizaines de fois. Et donc, mon médecin disait que c'était dans ma tête. Hein. Et il y a quelqu'un qui m'a vue morte, qui a débarqué, qui a dit où est Sandrina? Et en fait, j'étais assise par terre, dans ma chambre, mais par terre. Et il paraît que le téléphone sonnait, mais moi, je ne l'entendais pas. Et c'est quelqu'un qui fait partie du réseau, d'accord, qui est venu me sauver quand même. Donc ça, c'est quand même étonnant. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais j'ai compris après que ce n'était pas pour mon plus grand bien. Et donc, on est venu me chercher, et comme par hasard, parce qu'ils travaillent tous ensemble, là. Il a eu accès à quelqu'un dans un hôpital universitaire. Ceux qui savent, ils vont tout de suite savoir quel hôpital. C'était en 2020, attention. Et donc, tout de suite, un grand chef de service, machin et tout, qui dit, il faut absolument l'emmener d'urgence. On m'emmène d'urgence. Et je me retrouve dans une pièce avec un médecin qui m'avait également suivi. Pourquoi je me suis retrouvée? C'est un bourreau, hein. C'est pas lui qui m'a opérée, heureusement. Pourquoi je me suis retrouvée dans cette pièce avec lui? Je voudrais bien savoir. Et il m'a regardé, il était très fouillant. Et il est juste venu me dire, je vous interdis de dire que vous avez été ma patiente. Donc, menace. J'étais en train de mourir. Hein. Je vous interdis de dire que vous avez été ma patiente. Et il s'est enfui comme un serpent. Je dis, attends, voilà. J'ai été emmenée au bloc opératoire immédiatement. À la base, c'est quelque chose de
qui n'est pas grave, qui s'appelle une péricardite. Ça soigne facilement. Mais comme on m'a dit que c'était psychosomatique et qu'on ne m'a pas soigné, ça aussi, pourquoi? Alors qu'il suffisait de prendre les battements de mon cœur quand même, hein, de m'ausculter, tout simplement. Eh bien, on m'a retiré 1,5 litre, hein, de liquide entre le péricarde, donc l'enveloppe qui entoure le cœur, et le cœur. Et on m'a dit, j'en avais pour 3 minutes à vivre. Le chirurgien qui est arrivé en salle d'op, de nouveau même scénario. Je n'étais pas endormie, à peine. Et il arrive en râlant. Il dit, j'en ai marre qu'on me dérange la nuit et tout. Ses assistants en salle d'op, c'était que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Bon, peu importe, c'est peut-être un détail anodin. Il a dit, j'en ai marre qu'on me dérange la nuit et tout. Et ils ont répondu, tu vas pas regretter le spectacle. Elle a une paire de seins, elle a une de ses paires de seins, elle est canon. Tu vas pouvoir, en gros, tu vas pouvoir en profiter. Il m'a opéré et le lendemain, il faut savoir que j'ai été en soins intensifs dans cet hôpital universitaire pendant longtemps. J'étais reliée à plein de tuyaux. Voilà, j'étais comme ça. Hein. Eh bien, ce médecin a essayé de me violer à plusieurs reprises. J'ai résisté. Et j'ai mis 1 an à m'en remettre parce que, en fait, le choc, j'ai fait une EMI très importante à ce moment-là. Et je n'arrivais plus vraiment à revenir. Mes amis devenaient dingues. Ils me disaient, t'es avec nous ou pas? Je dis, ben oui, mais en gros, je flotte à 6 mètres du sol, donc c'est pas tellement confortable. Je fais ce que je peux, laissez-moi revenir. Alors, il faut savoir que dans cet hôpital, ce médecin à qui j'ai refusé des avances, c'était plus que des avances, il n'y avait pas de sélection, c'était du sexe. Eh bien, il a essayé aussi, et ça je le sais parce que je l'ai vu, c'était un jour où il n'y avait pas d'infirmière, il n'y avait personne. Il m'a fait en intraveineuse, il m'a apporté lui-même. Je voudrais bien savoir ce qu'un chirurgien vient faire dans la chambre du patient. Il est venu m'accrocher un sac pour les intraveineuses, les sacs transparents. Je suis allergique à la morphine, je le suis toujours. Là-dedans, ça a été prouvé, les infirmières m'ont dit, là j'ai de nouveau failli remourir encore. Eh bien, c'était rempli de morphine, plus de produits costauds. Heureusement, j'ai commencé à avoir, c'était horrible, je me souviens de la scène comme si c'était hier. Je voyais le plafond tomber, machin, parce qu'il avait mis des doses, mais mortelles, je le savais. Je veux ma peau, et je pouvais pas appeler, j'étais accrochée, il y avait personne en plus. À mon avis, ça devait, oui, c'était un dimanche. Et donc, là, je savais que, j'avais compris, mais je résistais, mais même avec mes dons, ben, j'y arrivais pas. Le produit qu'il a mis était tellement violent que, ben voilà. Heureusement, il y a quelqu'un qui est venu faire une visite. Merci. Alors, c'est bizarre parce que c'est la même personne qui m'a emmenée à l'hôpital. D'accord. Il fait partie du réseau. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Eh bien, je fais non, non, non. Enfin, je ne pouvais pas bouger les mains. Je fais non, 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 non. Et on voyait, j'étais transpirante, j'étais comme ça, comme ça. Pas du tout, mais parce que c'était en train de me tuer. Mon cœur s'arrêtait de nouveau. On venait de m'opérer, hein, faut quand même le savoir. Et cette personne a quand même appelé une infirmière, accourue et tout. Les infirmières étaient folles de rage parce qu'elles m'aimaient bien, parce que j'avais toujours mon grand sourire, puis on papotait, quoi. Eh bien, elles ont enlevé immédiatement la perfusion. Elles ont dit, qui a mis cette saloperie? Comme ça, hein. Elles étaient folles de rage. Elles ont jeté ça et elles m'ont mis une autre perfusion pour nettoyer. Donc, et toi, tu as pu dire qui c'était? Tu as pu le dire aux infirmières ou pas? J'ai pas osé. Tu n'as pas osé? Elles m'ont dit, qui a mis ça? Parce que c'est pas nous. Je dis, ben, c'est quelqu'un d'important. J'étais pas en état de dénoncer. Mmh. Faut savoir qu'on avance avec cette peur. On sait que si on parle, on vit quelque chose qui est pire que ce qu'on vit. C'est bizarre à dire, hein. Parce que de toute façon, qui croirait des histoires pareilles?
Personne. J'ai mis longtemps à me remettre de cette opération, j'ai mis 1 an. J'étais en plein travail, j'avais quand même une société et tout, voilà. Mais bon, j'ai pas laissé tomber. Donc j'ai toujours continué. Donc des histoires comme ça, j'en ai plein. Je sais que, parce que j'ai commencé à prendre un album photo, parce que moi j'allais chez les médecins encore il y a pas longtemps, ils disaient c'est psychosomatique. Non, mais non, vous faites juste de la rétention d'eau. J'ai commencé à faire un album photo, donc j'ai des preuves. Je m'y connais assez bien dans tout ce qui est médical parce que ça m'intéresse. J'aime bien savoir comment on soigne dans toutes les médecines possibles. Hein. Je travaillais avec des guérisseurs, des chamans, tout ça. Et en médecine aussi, médecine ayurvédique aussi, je fais. Et ça me passionne. Comment est-ce qu'on peut soigner quelqu'un? Et mon rêve, c'est d'allier les médecines. Voilà. Bon, visiblement, ça va rester encore un rêve, mais pas pour longtemps. Non, bah, on verra bien. Hein. Comment dire, les habitudes sont en train de changer aussi Mais fortement. oui, et puis bon, je suis barreuse de feu, coupeuse de feu, donc on fait appel à moi souvent aussi, hein, faut le savoir. Donc voilà, donc des expériences comme ça, j'en ai eu plein. Il faut savoir que comme j'ai été offerte en gage, j'étais censée, parce que je pense qu'il y a des dettes dans cette hiérarchie. Parfois, on contracte des dettes où on est obligé, on a signé Un contrat. un contrat diabolique, on va dire comme ça. Et mon propre père a voulu m'emmener un jour dans un château très connu en France. Et je me suis retrouvée coincée pendant 1 semaine. Et il m'avait offerte au châtelain en question, qui est extrêmement connu. Je ne vais pas dire son nom. Mais si je disais son nom, voilà. Et en fait, mon père m'a fait savoir que c'était lui qui me destinait à lui. Et moi, ça me répugnait. Parce qu'en gros, il avait, je sais pas, il avait 40-50 ans de plus que moi. Ça me dégoûtait. Alors, je me suis barricadée dans ma chambre, j'ai mis des meubles et tout. Et je dis, moi, je reste pas ici. Je suis rentrée toute seule. Hein. Je suis rentrée toute seule à pied et tout. C'était en pleine forêt. Je suis rentrée. Je me suis échappée. Et il n'a pas fait qu'une fois. Il me destinait à des hommes très fortunés. À chaque fois, je me suis enfuie. Il faut le savoir, à chaque fois. Je dis, ils ne m'auront pas. Simplement, ils ne m'ont pas eu, effectivement, mais ils m'ont quand même eu quand même, il faut le savoir. Parce que bon, je suis vraiment en train de travailler sur des protocoles de libération, que ce soit d'emprise ou de réparation d'êtres qui sont passés par là ou qui passent par là. Oui, ça existe. Oui, vous pouvez parler. Oui, j'ai envie de dire oui. Je dis, regardez-moi. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais encore être là longtemps. On m'a clairement dit, on m'a dit, tu es en danger. Je le sais, je l'ai toujours été. Toujours en danger de mort. Et j'ai cette phrase qui m'a toujours accompagnée. Ce n'est pas ce qui est important qui nous arrive. Ne m'en voulez pas si je parle comme ça. Ce n'est pas ce qui est important qui nous arrive. C'est ce qu'on décide d'en faire. Ça, c'est essentiel. Et c'est là où ça a tout changé pour moi. Cette phrase m'a été transmise petite en canalisation. Et c'est ce que je décidais d'en faire. Donc à chaque fois, je suis une alchimiste en fait. Je transforme les malédictions en bénédictions. Et j'ai pas dit mon dernier mot parce que je suis sûre qu'il y a moyen de déprogrammer d'une façon ou d'une autre. Je suis sur des pistes. Ces fameux programmes MK Ultra et d'autres programmes aussi. Parce que c'est pas normal les maladies que j'ai, que la médecine traditionnelle comprend pas. Et je les plains d'ailleurs parce que je vous dis pas, j'aurais pu m'acheter une propriété avec tout ce que j'ai donné à la médecine pour me soigner. Et donc voilà, donc ça change fatalement une vie. Alors moi, ça m'a pas changé en négatif. Je suis toujours restée avec le cœur grand ouvert. Oui, et souriante, quoi qu'il arrive. Toujours. C'est pas un sourire forcé parce que je suis née comme ça. Ah oui, oui. Mes grands-parents, tout le monde disait, Sandrina, elle est née en souriant.
Et comment ça se passe? Donc ta maman est décédée alors. Donc, et alors, ton papa, comment ça se passe? Ah, ça se passe très bien pour lui. Il a plein d'argent. Il a l'air, étonnamment, il a 85 ans, il a l'air encore d'un jeune homme, très juvénile, comme par hasard. Quand on se nourrit d'énergie, fatalement. Bah, c'est le mythe de Faust, hein, quand même, il faut le savoir. Hein. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et donc, il est toujours vivant. Il sort dans des milieux de jet set avec plein de noms très connus qui sont impliqués dans les réseaux, il faut quand même le savoir. Ce sont ses amis. Voilà, ils travaillent tous ensemble. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va bien. Il n'a pas de problème de santé. Il a plein d'argent. Il roule dans une grosse Jaguar. Il vit dans une propriété. Sa propre fille qui est moi. J'ai failli me retrouver à la rue il n'y a pas longtemps. Et j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Je dis non. Mais est-ce s'il était venu, ben, je suppose quand même que tu n'aurais pas accepté. Je moi, pense. il n'a pas intérêt à m'approcher. Voilà. J'ai écrit une lettre il y a 3 ans parce que encore j'avais fait une exposition parce que je suis créatrice aussi. Je fais pas mal de choses, mais tout est lié, bien sûr. Oui, ben j'ai noté tout à l'heure que tu étais architecte d'intérieur, entre autres. Hein. Donc, tu es artiste. Je suis artiste. En fait, je suis artiste. C'est lui qui m'a imposé. Alors, moi, je ne voulais pas du tout être ni architecte d'intérieur. Il m'a inscrite de force. Il me dit, c'est ça ou rien. Et donc, il faut savoir que, et là, je reviens dans le passé, mon premier bulletin, j'avais 6 ans. Eh bien, mon bulletin n'était pas mauvais. J'avais une moyenne, premier bulletin, 6 sur 10. Il m'a dit, viens ici, tu vas le payer. Donc, j'étais dans une pièce noire. J'ai dû me mettre nue. Il m'a mis sur ses genoux. J'avais les fesses à l'air, comme on dit. Il a pris une ceinture et il m'a battue quasi à mort avec le côté ceinturon sanglant. Et après, il m'a dit, rhabille-toi et tais-toi. Et tu recommences encore une fois, ce sera pire. J'étais en sang, hein. J'avais du sang qui coulait jusqu'à mes pieds. Premier bulletin. Depuis, évidemment, tu penses bien que j'ai ramené que des super notes. J'étais toujours première de classe. Je dis, si je ramène un autre bulletin, non seulement je subis les viols anaux et plein d'autres choses, parce qu'il y avait satanisme aussi, on en parlera, mais je vais être battue encore à mort. Quand j'étais battue à mort, il faut savoir qu'on me laissait dans ma chambre. Je ne voyais pas de médecin. Il n'y a personne qui est venu en aide. Qui savait, 3 petits points, j'ai écrit une lettre il y a 3 ans, qui savait, 3 petits points, tout le monde. Mais personne n'osait bouger. On a affaire à des énergies, j'appelle ça des énergies, et donc des gens, qui sont extrêmement dangereux. Il n'y a personne qui avait le courage. Moi, c'est vrai que je l'ai, ce courage. Moi, on fait du mal à un enfant ou à quelqu'un, j'y vais. Ma propre famille ne manquait pas d'amour envers moi, hein, surtout pas mes grands-parents. Mais ils ont rien fait. Ils n'ont rien fait parce que pour eux, c'était trop. C'est difficile d'accepter cette réalité-là. Ils le savaient, hein. Ils m'ont vu, hein. Mais je ne me suis jamais plaint, jamais. J'ai toujours continué à sourire. J'ai toujours continué à avancer, vraiment, avec cette activation d'amour. On pourrait dire... à fond, quoi. Quoi? Un côté résilient à fond. À fond. Et je dis, j'ai tout de suite su, dès que je suis venue au monde, que je ne pouvais compter que sur moi-même. Et que j'ai reçu beaucoup, il faut le savoir, j'ai reçu d'en haut, des plans qui sont subtils et que j'appelle... Tu t'es senti épaulée malgré ta souffrance, quoi. Oui. J'étais reconnue dans ma souffrance. Comment ça se passe, Sandrina, au niveau relation avec l'homme? Parce que tu dois être quand même, je veux dire, vachement... je suis désolée, tu réponds si tu n'as pas envie de ne répondre pas. Je ne vais pas en parler. S'il te plaît?
j'ai pas de problème à en parler. Voilà, donc je veux dire, quand on vit de telles séquelles, je pense qu'on manque de confiance au niveau de la jante masculine, puisque c'est ton père qui abuse de toi. Comment tu réagis à ta première rencontre avec un homme qui est normalement censé être quelqu'un de bon? Ça s'est super bien passé, d'ailleurs je le vois bientôt. D'accord. Grand amour. Alors, il y a quelque chose de particulier dans mon histoire aussi, et là, de nouveau, bah, j'ai été aidée. C'est qu'on parle beaucoup d'activation de la Kundalini, donc il y a des stages qui sont organisés, on s'intéresse beaucoup à ça. Bah, moi, je l'ai naturellement. Et elle s'est manifestée à l'âge de... C'est souvent d'abord dans la nature, que je sois dans l'eau, dans la nature et tout. Et là, je sais que mon corps entier est informé par ce que j'appelle mon temple. Mmh. Et ça remonte et c'est absolument sublime. Eh bien, ça, je l'ai eu à 6 ans. D'accord. Et comme je savais pas ce que c'était, j'étais là en train de me tirer les deux mains, en train de dire, wow, c'est extraordinaire, je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit, mais tu vas te taire, parce que sinon tu vas t'en prendre une. J'avais tellement l'habitude de menaces que je m'en foutais, je continuais à vivre mon truc. Donc, montée de Kundalini naturelle. Alors, j'ai été drôlement préservée de ce côté-là, parce que je devrais être effrayée de la sexualité, de la sensualité. Il faut savoir que j'aime la sensualité. Ben oui, parce que j'aime manger, j'aime la sensualité. Manger, c'est sensuel aussi. Alors, je n'avais pas de problème avec les hommes. Je vois encore mon premier amour. Et c'était un très grand amour. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Et après, ça s'est très vite mal passé. En fait, comme c'est un plan qui est toujours là, hein, je dois quand même le dire, de MK Ultra. En fait, comme on voulait faire de moi une femme hyper sexualisée, qui était faite pour plaire aux hommes qui avaient de l'argent, enfin beaucoup d'argent, pour servir toujours ces réseaux, normalement, je n'étais pas censée travailler. Moi, je voulais bosser. J'avais envie de bosser, moi. Et eh bien, il y a des hommes qui tombaient littéralement amoureux de moi, mais tout le temps, mais uniquement qui faisaient de moi. Alors, j'ai pas dit que j'étais sortie avec tous, hein, pas du tout. Non, 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 mais non, non. Mais j'ai eu des graves problèmes avec certains. J'ai pas osé Mmh. aller porter plainte, mais j'ai des preuves. J'ai des preuves. Mmh. Eh bien, il voyait en moi comme une muse, une espèce de déesse, donc on m'appelait Isis, des noms comme ça, j'en ai entendu plein. Et il faisait de moi juste un objet sexuel. Mmh. Et quand l'objet sexuel en question, c'est-à-dire moi, décidait qu'il n'y avait pas d'amour là-dedans et que moi, j'en voulais pas, il devenait très menaçant. Mmh. Il y en a qui sont gradés dans la franc-maçonnerie. Mmh. Il y en a un jour, qui m'a ramené chez moi. Et comme je refusais ses avances, il m'a calé, mais violemment, contre le mur. J'ai eu un coup sur la tête, j'ai eu une commotion. Et il a essayé de m'embrasser de force. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Il y en a un autre qui est très haut placé dans le monde des affaires, qui a voulu porter plainte contre moi pour vol. Mmh. Je ne suis pas laissé faire. Par vengeance personnelle, parce que tu n'acceptais pas de rentrer dans son manège. Il m'avait proposé de travailler avec moi. D'accord. Il est marié, hein. Il a une Mmh. garçonnière, puis il me dit tiens, viens à mon bureau. Je dis bah, c'est pas ton bureau, ça. Et puis j'arrive, et puis il me dit bon, bah, je t'ai commandé à manger parce que tout ça, c'est toujours très bien présenté. Oui, l'opulence et Et je mange, et puis ok, très bien. Et puis alors je dis bon, on va travailler. Et puis alors, et là, je vois qu'il est nu, mais avec sa chemise de travail, hein, mais à poil. Il me dit maintenant, tu viens et tu fais ton travail. Je lui dis pardon. Et là, il me dit, je dis, mais ça va, ça me dégoûte, quoi. Je dis, en plus, j'aime pas j'ai beaucoup d'humour. Je dis, j'aime pas les desserts, surtout pas ceux-là. Je m'en vais. Il m'a retenue et ça a été toute une histoire. J'ai mis 2 ans à me débarrasser de lui parce qu'il m'a dit, mais je t'offre tout. Je t'offre la carte Visa Gold, je t'offre une maison, je t'offre toutes les robes que tu veux, tout. Je t'offre un train de vie absolument magnifique, franc-maçon, hein, mais au gradé. Je t'offre tout. Je dis oui, évidemment, tu voudrais que je te donne une clé de chez moi, c'est ça? Enfin, de chez moi, de chez toi? Oui, évidemment.
Et il me dit, ma femme ne doit rien savoir et mes enfants non plus. Je dis, mais celui-là, il me prend vraiment pour une prostituée, quoi. Enfin, j'ai beaucoup d'estime envers les prostituées. Alors, il me prend vraiment pour une tarte. Alors, je lui dis, écoute, tu sais quoi, je suis pas à vendre, donc va-t'en avec ton argent, j'en veux pas. Il me dit, tu vas le payer et je vais avoir ta peau. Ça, je l'ai entendu, mais combien de fois? Parce qu'à chaque fois, je me lâche, je dis, mais je suis pas à vendre, hein, au fait. Voilà. Donc oui, il y a eu des problèmes et je reçois, il faut savoir, souvent, parce que visiblement ça les excite, je reçois très souvent, que ce soit via Instagram, Facebook, peu importe, des photos et des vidéos qui sont absolument dégueulasses, je tiens à le dire. Quelle est la femme qui a envie de recevoir des vidéos qui sont dégradantes? C'est dégueulasse. Mmh. Et avec des sexes, parce qu'ils sont très fiers de leur sexe. Alors ça, je les ai. Mais alors, j'ai tout viré, hein, mais j'ai quand même gardé des preuves, parce que si jamais on me prend pour une dingue, voilà. Et ça, c'est tout le temps, c'est encore maintenant. J'ai quand même 60 ans. Personne que tu connais? Ouais. Oui. Donc j'ai dû les bloquer de toutes les façons, mais ils reviennent, hein. Ils reviennent. Et il y en a que je ne connais pas. Donc voilà. Donc en fait, on croit toujours. Moi au début, je dis, oh, ben, c'est de ma faute. Moi, c'est de ma faute, hein. En fait, je dois faire attention à comment je m'habille, je dois me rendre invisible. Je me suis rendue invisible pendant 15 ans, il faut le savoir. Je dois me rendre invisible parce que visiblement, je porte un implant et ils arrivent tous, quand je les voyais pas arriver, il y en avait plein. Donc ça, j'ai toujours refusé parce que je crois en l'amour. Je crois que c'est la plus belle chose que l'être humain puisse faire ici sur cette terre. L'amour, l'entraide et que j'ai envie de dire que la vérité sorte, qu'elle soit dévoilée au grand jour. Ok, ben écoute, est-ce que tu devais peut-être redire quelque chose ou est-ce que tu veux faire un message en particulier, peut-être aux victimes, justement, et appuyer par rapport à ça? Alors, bon, je me doutais qu'on allait me poser des questions sur le satanisme, c'est évident, hein, ils font ça. Pour eux, c'est normal. On est offert en gage, on se nourrit de nous. Il y avait des preuves chez nous. De toute façon, je n'ai pas. C'était peut-être un moyen d'essayer de me faire peur. Ça n'a pas fonctionné. C'était quel genre de preuve? En fait, moi, je vivais carrément quand j'ai raconté après l'opération, je vivais carrément dans une chambre de torture. Et j'avais, comme par hasard, il y avait tous les jours, à côté de moi, il y avait des livres de rituels sataniques. Et je vous dis pas les objets qu'il y avait. Et je me dis, si je me prends ça par derrière, c'est horrible. Il y avait des objets, hein. Des objets quoi comme pour les gynécologues, etc. Il y avait ce qu'on appelle, entre autres, hein, parce qu'il y en avait plein, il y avait des godemichés énormes, alors d'accord, lâches comme ça, okay. avec des clous. Ils étaient tous plus répugnants les uns que les autres. Simplement, c'était rouillé en plus. Donc, ils les ont utilisés. Il faut quand même le savoir. Il n'y avait pas que ça. Il y avait plein d'autres choses. Hein. Il y avait plein de connotations au diable. Mais ça, c'était chez ton père? Ouais. Il avait mis ça dans la chambre où j'étais censée guérir. Voilà, il y avait plein d'objets comme ça. Il faut savoir que mon père a été impliqué dans du trafic de cocaïne. Il n'avait pas besoin d'argent, il en avait plein. Il a envoyé un de ses amis en prison. Là aussi, j'ai d'autres choses à dire, mais je ne vais pas les dire aujourd'hui. Je trouve que j'en dis déjà beaucoup. Il a été impliqué dans des trafics d'œuvres d'art à niveau international, des œuvres d'art muséales. Hein. Il faut savoir qu'il a organisé des cambriolages dans des propriétés très connues, dans des châteaux aussi, y compris le cambriolage à 3 reprises de notre maison. Ma mère avait des tableaux extrêmement magnifiques qui venaient, entre autres, qui sont au musée des Offices à Florence. Parce moi, je suis d'origine aussi italienne, d'une grande famille aussi, que par hasard, décidément. Et il a tout fait cambrioler. Il avait une bande, et il a toujours, il faut le savoir aujourd'hui, donc il faut vraiment avoir du cran pour parler de tout ça. Il paye toujours une bande de
j'appelle ça de racailles qui sont armés. Donc il y a une fois où, alors ils s'arrangeaient toujours pour que les cambriolages aient lieu quand j'étais seule à la maison. Voilà, ma mère n'était pas là, mon frère n'était pas là. Et donc je me cassais, je n'avais pas peur. On me disait attention, j'ai été prévenue une fois. Et on m'a dit attention, il y a un groupe armé qui arrive, ils sont dangereux parce qu'ils ont ordre de tuer. Donc mon père ordonnait ça. Ils ont ordre de tuer. Donc je me retrouvais dans la maison et on me dit, je dis je peux, et je dis je reste. Il me dit mais de toute façon t'as pas le temps de partir parce qu'ils sont devant. Et je me suis cachée dans une armoire et ils ont tout ratissé à 3 reprises. La police Interpol est venue m'interroger moi en tant que suspect parce que j'étais dans la maison. Waouh, faut quand même être gonflé quand même. Alors, des histoires comme ça, j'en ai plein, mais je ne vais pas vous fatiguer. Oui, mais c'est déjà bien comme témoignage. Je pense que c'est un sacré travail que tu fais. Ouais, c'est un sacré travail. Oh, je le fais aussi pour les victimes. Je le fais pour prévenir ceux qui ne savent pas que ça existe. Oui, ça existe. Oui, on passe par là. Dans quel état on sort? Dans quel état on sort? Ben, on s'en sort comme on peut. Tout le monde n'a pas eu cette force, cette résilience. Mais il y en a, sachez-le. Alors, par rapport aux victimes, surtout, exprimez-vous. Exprimez-vous, n'ayez pas peur. Moi, je consacre ma vie à ça. N'ayez pas peur. Vous serez en sécurité. Je sais que ça paraît bizarre à vous dire. J'ai énormément d'admiration. Là, je parle aux victimes parce que vous êtes des survivants et des survivantes. Et j'ai énormément d'amour à vous envoyer. Je ne suis pas une sauveuse, mais tout ce que je pourrais faire ici, tant que je suis en vie, je le ferai. J'ai énormément d'amour. Je voudrais vous dire que vous avez été choisis. On ne choisit que les êtres les plus lumineux, parce que c'est ça qui les intéresse. Donc, sentez-vous fiers d'être celui ou celle que vous êtes, parce qu'on ne va pas choisir quelqu'un qui porte les ténèbres en soi. On va choisir les âmes les plus pures, les plus lumineuses. Et c'est ça que vous êtes, et que vous serez toujours. Et je vous envoie plein d'amour. Là, j'ai de l'émotion, par contre. J'ai de l'émotion. J'en ai pas quand je raconte mon histoire. Et là, je me dis, ben, waouh. Et je dis, n'ayez pas peur. Osez parler. Et on peut même vous réparer physiquement. Et si moi, j'ai décidé de déprogrammer ces fichus programmes de MK Ultra et d'autres choses, eh ben, c'est que j'ai été aussi programmée pour ça, pour le meilleur. Et donc, il n'y a pas que les sectes pédosatanistes, même si c'est très dark, il y a aussi des abus, des viols qui se passent en famille, peu importe le milieu. Et ça, c'est terrible aussi. Ce sont des souffrances qui sont incroyables. On a un chemin très solitaire, il faut le savoir. Le mien a été très solitaire, mais très solaire. Voilà, donc moi je tiens à te remercier Anne, parce que sans toi, on n'aurait pas droit à la parole. Merci, okay. Merci qu'il y ait des gens comme toi et comme d'autres, comme le réalisateur du film, bien sûr. On va parler justement, donc Pierre Barnerias, on va remettre l'image. On va pouvoir refaire une petite aparté par rapport à ça. Donc voilà, les survivantes de Pierre Barnerias, qui est extrêmement courageux de pouvoir récolter des témoignages qui sont des témoignages qui sont assez lourds. Tu en fais bien partie aussi. Ouais. De victimes de réseaux. Et effectivement, les réseaux, ça commence aussi au sein des familles par des violences intrafamiliales et où on en arrive à vendre ses enfants pour quelques on est vendu. Hein. Moi, je sais qu'on a gagné beaucoup d'argent avec moi. Sachez-le, ça leur rapporte beaucoup d'argent. De manière, tous ces trafics-là, ça a un rapport avec effectivement l'argent, la puissance, pouvoir. Le pouvoir, voilà, exactement. Ok, donc merci beaucoup pour ton témoignage. On remercie également, grâce à Aimé Bill aussi, donc
l'ancien enquêteur qui a ressorti le livre ici, du tout l'enquête assassinée, qui permet aux victimes effectivement de pouvoir oser reparler parce que on se rend bien compte que la Belgique a une cicatrice béante par rapport à ça et qu'il est temps que ce dossier revienne sur la table et qu'on puisse en faire quelque chose enfin pour pouvoir reconnaître les victimes, oui, mais même si c'est pas au niveau de la justice, c'est que au moins au niveau de la société, elle soit reconnue, pour pouvoir enfin se reconstruire plus facilement, parce que ça fait partie aussi de l'étape de reconstruction, c'est de pouvoir être reconnu. C'est la première étape, c'est d'être reconnu. D'être reconnu et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire oui, voilà, ça existe, ça se passe comme ça. Et même ceux qui ne sont pas donc des survivants, des survivantes, eh bien, que les parents, que les enfants, que les amis, que les gens soient au courant, oui, ça existe, parce que c'est l'heure du déni est terminée. Maintenant, on va voir, on va entendre. Et pour pouvoir préparer des générations entières. Pour ne plus que ça arrive. Voilà, quand on voit Karl Zéro qui dit 1 personne sur 5, moi je dis qu'il y a beaucoup plus finalement qui sont victimes d'abus. J'en vois tellement. Hein. Oui. Voilà, tout grand merci pour merci à toi. De vie très émotive et voilà, merci. D'amour. Bisous, bisous et bisous, bonne bisous. continuation. Merci.